Bonjour à la famille, très très heureux de pouvoir m'adresser à vous cet après-midi aussi, avec le cœur très très serré, avec une colère à un degré que moi-même je ne soupçonne pas encore, parce que ça bouillonne en moi depuis plusieurs jours. J'ai très très mal, j'ai été meurtri dans ma chair, parce que un malheur qui arrive à un Guinéen, ça m'a toujours parlé, surtout lorsque je sais que ce malheur, il pouvait être évité. En tout cas, des efforts pouvaient être faits euh, pour que ça ne se produise pas comme cela s'est produit. Le premier compte Facebook que j'avais et que je n'ai plus, sur ce compte-là, j'ai pas mal de vidéos, et malheureusement que je ne peux plus vous publier parce que je les ai perdues ces vidéos-là, mais dans lesquelles je n'ai pas arrêté de parler euh, des accidents de la circulation chez nous et des raisons qui les causent généralement, et le manque de mesures de la part de nos autorités pour que cela, je ne dirais pas cesse, parce que les plus grands pays du monde connaissent des accidents, avec toutes les mesures qu'ils ont, de sévérité, mais extrême parfois qu'ils ont, il y a toujours des accidents qui se produisent. Mais c'est plus les mêmes causes. En tout cas, les causes qui causent des accidents dans les pays les plus sérieux, les plus stricts, les pays qui ont intégré à leur ADN que l'humain, c'est lui qui vaut plus que tout le monde et que tout doit être fait pour préserver la vie humaine. Ceux qui ont réussi à intégrer cela en eux, jusqu'à dans leur ADN, la façon dont les accidents de la circulation se passent chez nous aujourd'hui n'a rien à voir avec les raisons qui amènent les accidents chez eux. Et quand tu fais le ratio aujourd'hui aussi, ces grands pays-là, le nombre de personnes qui y vivent, leur population par rapport au cas d'accident, ce n'est pas pareil. C'est pas la même chose. Alors aujourd'hui, je regrette qu'on n'ait pas de police sérieuse qui établissent des statistiques, mais fiables, dignes vraiment d'un travail sérieux, ou du moins, je me pose la question, est-ce que notre presse fait son travail pour s'approcher, pour se rapprocher, vous savez, de ces sources policières, histoire de diffuser tout le temps, et tout le temps les vraies données liées à l'accidentologie de notre pays. Je me demande si nous avons une police routière sérieuse qui fait ce travail-là, ou si nous avons, allez, je crève l'abcès, une presse sérieuse qui pense que cela constitue des données importantes qui doivent être diffusées pour contribuer non seulement à dire aux autorités, nous surveillons les choses, nous savons ce qu'il se passe, et tout le temps d'ailleurs nous en parlons pour que une certaine prise de conscience collective puisse être effective, mais aussi que les gens sachent quels sont les dangers qui nous planent au-dessus de la tête et qui nous guettent au quotidien. Moi, je pense que ça ne se fait pas. Alors, je ne suis pas en train de dire que notre presse n'est pas sérieuse. Je suis en train de dire que elle est en train de passer aussi à côté de certaines choses qui sont très, très importantes et pourtant qui rythment aussi notre quotidien. Souvent, on l'entend quand il y a des grands drames. Interpeller nos autorités. Oui, ça se fait. Parfois, tu tombes sur des podcasts d'émissions radio, de télé et tout, oui, où on en parle. Mais quelqu'un ne l'a-t-il pas dit que c'est en temps de paix qu'on prépare la guerre? Lorsqu'il n'y a pas de grand drame, nous oublions qu'il y a souvent des petits drames, des petits drames, des petits drames, des petits drames, qui, comptabilisés par an, constituent un nombre impardonnable aujourd'hui dans un pays comme la Guinée, de morts liés aux accidents de la circulation. Moi, je me le suis toujours dit. Et dans mon environ immédiat, à chaque fois que je discute avec les gens, je le dis. Sur cette terre, vous avez beaucoup de personnes qui tuent. Oui, qui tuent des gens, qui prennent la vie aux gens. Mais qui ne savent pas qu'ils tuent des gens. Qui ne se rendent pas compte qu'ils enlèvent la vie à des personnes. Oui. Lorsqu'un véhicule a été confectionné dans une usine et que c'est marqué sur le manuel qui accompagne ce véhicule que c'est un véhicule qui a été confectionné pour
ne prendre que 5 personnes, parfois 4 personnes, et pas plus, et que vous y mettiez 10, parfois 15, parfois 17 personnes, en cas d'accident, dans ce genre de circonstances, toute la chaîne, toutes les personnes qui prennent des décisions, tous les décideurs autour du projet qui a amené des gens à prendre ce genre d'engin, tous ceux qui avaient leur mot à dire ne peuvent pas dire qu'ils n'appartiennent pas à la chaîne d'irresponsabilité qui a conduit à ce genre de drame. C'est pas possible. Si les gens qui doivent prendre des décisions ne prennent pas les bonnes décisions jusqu'à ce que de tels drames se produisent, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas responsables. Peut-être qu'ils vont le dire aujourd'hui parce que nos justices boiteuses, dandinantes, ou je ne sais comment qualifier, souvent sont très limites en termes de fixation de responsabilité. Mais il y a, lorsqu'on réfléchit aussi en croyant, on ne peut pas ne pas pousser la réflexion jusqu'au bout, c'est-à-dire situer les responsabilités du début jusqu'à la fin. Pour moi, cela doit être fait par la justice, par exemple. Mais je suis très déçu de notre État. Je suis très déçu de nos gouvernants sur cette question-là. Alors, il y a du travail qui se fait, mais moi, je pense que ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas assez. Il y a 20 ans, moi, je connaissais par exemple Civita, un centre de contrôle technique que nous avions chez nous. Je n'appartenais pas encore au monde des médias. Je ne sais pas comment ce monsieur travaillait. Un certain Balamoussa, qui était dans les environs de Bonfi là-bas, ou d'Abondi, je ne sais plus. Il travaillait comment? Est-ce que c'était sérieux? Est-ce que c'était strict? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, il avait le mérite d'exister à l'époque. Où nous en sommes aujourd'hui, depuis que cet homme a été délogé de cette première place. Et qu'il y a 10 ans, on disait qu'il devait se retrouver dans les environs de Koza là-bas. Mais dans tous les grands pays sérieux, si l'État n'a pas les moyens de mettre en place des centres de contrôle technique, l'État fait en sorte que des investisseurs viennent sur ce genre de privé, ou des entreprises viennent sur ce genre de projet, et qu'ils y investissent, et l'État leur garantit que ça ne sera pas vain, ce genre d'investissement. C'est-à-dire qu'on vient aujourd'hui, on ouvre des centres de contrôle technique pour évaluer des véhicules, pour que des estampilles puissent être collées à ces voitures-là, qu'on va finalement déclarer si oui ou non, elles sont dignes de circuler, de prendre des gens à bord. Normalement, quand l'État n'a pas les moyens, il encourage des gens, des investisseurs privés, des entreprises à investir dans ce genre de projet. Mais attention, c'est à l'État de garantir. Les policiers, les gendarmes au quotidien qui vont traquer des véhicules pour voir, est-ce que les véhicules sont effectivement assurés? Est-ce que les véhicules sont effectivement contrôlés? Est-ce qu'ils ont ces vignettes-là qui attestent qu'ils ont été contrôlés, qui sont dignes de circuler pendant un certain nombre de périodes, jusqu'à ce qu'un autre délai arrive et qu'ils reviennent refaire ces mêmes examens? C'est l'État qui doit traquer ces gens-là avec sérieux. Et les gens qu'on doit mettre sur ce genre de projet doivent être des gens incorruptibles. Eux aussi doivent être contrôlés pour que ceux qui investissent dans ce genre de choses ne perdent pas leur argent, que ça ne soit pas quelque chose de vain, que des policiers ne prennent pas de l'argent par-ci par-là à des gens qui ne sont pas venus, qui ne se sont pas soumis à ce genre de contrôle, mais c'est-à-dire que les policiers et les gendarmes ne prennent pas de l'argent avec ces gens-là partout et les laisser en toute impunité circuler et tuer davantage de gens. Quand un État n'a pas les moyens d'investir dans ce genre de projet, voilà comment ça doit fonctionner. J'ai été très touché, meurtri dans ma chair lorsque j'ai vu ces enfants à la fleur de l'âge partir comme ça, nous quitter comme ça, dans une circonstance aussi dramatique. Franchement, j'ai été touché. Je parle de ces jeunes footballeurs du club Les Étoiles de Guinée. Étoiles de Guinée. Là, c'est un carton rouge, mais vraiment rouge. Mais je ne sais même pas quel est le rouge le plus vif, le plus puissant. En tout cas, le plus vif possible à l'endroit de l'État. Parce que ce sont les premiers responsables.
le président de la République et toute sa gouvernance. Cette autre chose qui m'a interpellé, c'est qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans des pays où la peur, elle est généralisée, où la peur, elle devient de plus en plus grande. À partir de demain, lundi, pas d'école, jusqu'à nouvel ordre. Tout ce qui est café, bar, restaurant, etc., fermé, à part des magasins d'alimentation et certains types de commerce, les transports et tout. Même ça, on conseille aux gens de ne pas les prendre. Bref, des mesures sont prises. Dieu soit loué que l'Afrique, aujourd'hui, est un continent qui n'est pas sérieusement touché par ce nouveau phénomène de virus que l'on appelle le coronavirus. Mais attention la famille, la Chine, qui est le berceau numéro 1, le premier pays où des cas ont été trouvés. Ça a commencé par un. Un premier cas, ça a commencé par ça. Et aujourd'hui, ce sont des milliers et des milliers de contaminés et de morts. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y a une Belge qui a été soupçonnée être porteuse de ce virus. Mais là n'est pas le problème, et que cette Belge est chez nous. Et il y a une bonne nouvelle d'ailleurs, il paraît qu'elle avait des enfants, mais que ses enfants ont été testés négatifs. Mais ce qui m'a écœuré dans tout ça, il y a quelques années, j'ai entendu le président de la République dire, je cite, que Ebola était d'ailleurs une opportunité pour la Guinée. Sans développer le fond de sa pensée, moi j'ai fait les analyses suivantes. C'est une opportunité non seulement pour conscientiser les Guinéens qui ne savaient pas que la propreté était le premier berceau de la santé. On est propre, il y a beaucoup de chances que l'on évite des maladies bizarres. Donc, une prise de conscience collective pour rendre le pays propre. Mais aujourd'hui, malgré des efforts où des autorités venaient balayer, etc., qui n'ont pas pensé que jusqu'à présent tardent à comprendre que l'assainissement d'un pays, d'une ville, est une spécialité. C'est une guerre à livrer et qui est sans fin. Jusqu'à présent, ils n'ont pas compris ça. Où nous en sommes? La Guinée est sale de la même façon. Pareil. Mais le plus choquant dans tout ça, la Guinée devait normalement aujourd'hui être l'un des pays africains les plus expérimentés en matière d'épidémie. Bizarre, comme Ebola. Alors nous avons le droit de ne pas connaître ce que c'est que le coronavirus. Mais moi je me pose la question suivante. Mais le Sénégal a quel précédent par rapport aux maladies, aux infections, pour être aujourd'hui au top, plus que la Guinée, en termes de détection de ces cas éventuels de coronavirus? Parce que c'est ce qu'on m'a rapporté. Que lorsqu'on est soupçonné aujourd'hui et qu'on est prélevé, on envoie ces examens-là à faire à Dakar. Si mes informateurs ont raison, je suis choqué, mais c'est ce qu'on m'a dit et je le développe. Que ces souches sont envoyées à Dakar, c'est là-bas qu'on contrôle si les gens sont effectivement malades et les résultats parviennent en Guinée. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec tout l'argent que la Guinée a eu dans cette campagne, dans cette période malheureuse, lorsque de l'impitoyable Ebola dans notre pays? Comme le dit ma femme, on a épousé des femmes avec cet argent, on a acheté des 4x4, on a envoyé ses propres enfants à l'étranger, on a kiffé la life, on s'est fait plaisir. Ça, c'est pas digne. Ça, c'est malheureux. Et ça, vraiment, ça fait honte. Que des cas éventuels qui peuvent être détectés en Guinée aujourd'hui, que ce soit le Sénégal, qui nous disent si ces cas-là sont avérés ou non, après Ebola que la Guinée a connu, après tout ce que nous avons eu comme thune, comme expertise, entre guillemets, qu'on nous brandissait et tout le temps, c'est vraiment grave. C'est malheureux. C'est inexplicable. Comme le disait un de mes anciens profs de chimie, M. Sekourou, je connais, que j'ai connu au collège Coléa, c'est ignafognable. Extraordinaire. Mais c'était quoi donc cette opportunité pour nous? C'est pas possible. Nous sommes trop décevants, la Guinée. Dieu nous bénisse.